Allez, bonne fête à tous les oliviers. Jean-Philippe Daguerre, bonjour, nous nous retrouvons. Bonjour. Comme la semaine dernière. Acteur, metteur en scène, chef de troupe, Jean-Philippe Daguerre, Jean-Philippe pour les intimes, auteur célébré et fêté, au sens où chaque nouvelle pièce est un événement. Jean-Philippe Daguerre, donc, est une incontournable figure du théâtre contemporain, ancré dans le répertoire classique, et nous allons en parler. Mu par l'envie d'émouvoir, il arrache les larmes des spectateurs, larmes de rire, comme larmes d'émotion. Chaque semaine de ce mois de juillet, nous vous suivons dans votre carrière, votre histoire, vos envies. Jean-Philippe Daguerre. Vous avez autour de vous Marie-Caroline Morel, Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Alors, nous allons parler maintenant des classiques revisités. Dépoussiérés. Non, on ne parle pas de classique dépoussiéré parce qu'un classique n'a pas de poussière, comme vous le savez. Il ne prend jamais la poussière. Il ne prend jamais la poussière, il est éternel. Vous avez, avec le grenier de Babouchka, un certain nombre de classiques que vous donnez. C'est l'Avare, Cyrano de Bergerac, le Cid, le Malade imaginaire, l'Avare, le Médecin malgré lui. Scapin. Les fourberies de Scapin. Donjon, on a fini là. Donjon, c'est fini. Oui. Alors, on commence par Don Juan. Ah oui. Parce qu'alors, Don Juan, lorsque vous l'avez créé, c'était au Théâtre du Ranelagh. Oui. On m'annonce qu'il n'y a pas de commandeur. C'est-à-dire que le commandeur ne viendra pas et Don Juan ne sera pas conduit aux enfers par le commandeur. Donc j'étais un peu sidéré par cette histoire. C'est un collègue critique qui me parle de ça, qui me dit C'est pas moi. Non, tu n'as pas besoin d'y aller. Et finalement, j'y vais. Et j'y suis allé avec Pierre Brunel, imaginez-vous. Parce que Pierre Brunel, c'est l'auteur du dictionnaire des Don Juan aux éditions Bouquin. Donc il a lu tous les Don Juan, vu tous les Don Juan, toutes les toiles qui parlent de Don Juan, tous les contes. Il connaît tous les Don Juan. Donc nous allons au Théâtre du Ranelagh parce que je voulais voir sa réaction. Il était emballé. Il a attendu tous les comédiens pour les féliciter et les embrasser. Il a trouvé ça formidable. Vous avez supprimé le commandeur. Pas ses répliques. C'est la figure de l'homme que j'ai... Oui. Puisque j'ai mis la mère de Don Juan et non pas le père de Don Juan. Oui. Donc à partir de là, je suis resté sur quelque chose de très féminin autour de lui. Donc j'ai gardé une grande partie des répliques, mais elles sont partagées entre les trois fantômes à la fin. Donc il va quand même en enfer. J'ai simplement supprimé... Je trouvais un peu... alors ça va être un peu terrible ce que je dis, mais j'avais l'impression que Molière, quand il a écrit ces scènes de fin, c'est une façon un peu de dire « vous voulez absolument que je meure en enfer ». Parce que Don Juan, Molière, c'est et Don Juan et Sganarelle, évidemment, enfin, il est à travers tous ces personnages. Mais il y a quand même il a été attaqué sur Tartuffe, il a envie de dire « puisque vous voulez que je... » Il a été, juste avant, il était très blessé par ça. Donc il y a une forme de provocation, et je trouve la scène assez ridicule avec le commandeur. Comme si Molina. Je la trouve vraiment ratée, et surtout c'est vraiment une œuvre extraordinaire dans l'opéra, et on mélange les deux. L'air du commandeur est extraordinaire, c'est le plus bel air de chez Mozart, avec le voix de basse, c'est la référence. Mais c'est pas dans Molière, quoi. Non. Elle est ridicule, la scène. On sent que c'est une scène qu'on peut couper en 2 secondes. Je trouve que la scène est mauvaise. Donc malheureusement, moi j'ai pas pris l'intégrale de Mozart, j'ai pas pris la loi de Don Juan. J'avais un point de vue sur le spectacle. J'ai fait quelques coupes. J'ai eu cette orientation féminine que j'avais envie de faire sur ce spectacle, mais j'ai pas cette dimension spirituelle avec ces spectres. Je l'ai complètement gardé, mais je l'ai mis à travers 3 femmes. Mais c'était très malin. Nadir, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je rebondissais sur la scène du commandeur. C'est vrai que dans la version de Molière, elle est quasiment inutile. J'ai préféré justement, tu en parlais Christophe, celle de Tirso de Molina, où on voit vraiment le commandeur pendant un long moment. Il y a beaucoup plus d'échanges avec le commandeur et avec Don Juan dans cette version-là que dans celle de Molière. Et je comprends pourquoi tu as préféré plus garder... Excuse-moi de te couper, mais en fait, il n'y a pas de scène avec le commandeur. On fait référence à un commandeur qu'on a tué il y a quelques temps et qui débarque comme un fantôme. Donc c'est un truc complètement c'est en dramaturgie. Aujourd'hui, Molière, il verrait ça, il dirait mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? On est en train de parler d'un personnage qu'on ne voit jamais. On le pense qu'il existe parce qu'il est dans l'opéra. Mais il n'existe pas chez Molière, le commandeur. Il ne fait qu'une référence à la fin où on dit c'est un ancien truc que vous avez tué, etc. Mais c'est tout, il n'y a jamais de scène avec le commandeur. Elle existe chez Mozart. Et chez Tirso de Molina. Oui, mais sauf que c'est pas vrai. Je suis désolé. Ah bon, elle existe la scène. Bien sûr qu'elle existe. D'abord, elle existe dans l'acte 3, puisqu'il visite le tombeau. Donc là est le tombeau, dans le commandeur agit. Il baisse la tête, c'est très fort. Donc il y a une scène où on voit le commandeur baisser la tête et tout change à partir de là.
et ensuite il est invité. Et la présence du commandeur est une vraie scène. Elle est très courte, effectivement, elle est très courte, mais elle est incroyablement efficace et incroyablement forte, à condition d'avoir le courage de la monter. Ouais, mais c'est surtout que Molière ne croit pas en Dieu et il a passé sa vie à le dire. Alors attendez. En tout cas, non, c'est vrai, alors je retire ce que j'ai dit. Les classiques revisités. Non, ok. Molière croit peut-être en Dieu, il le met entre parenthèses, il sait pas, en tout cas, il est en critique de la religion. Donc il fait ça à un moment où on le censure dans Tartuffe. Non, je suis désolé, mais c'est une figure un peu rocambolesque, un peu. Moi, je en tout cas, dans la pièce, il y a un équilibre absolument parfait entre Sganarelle, qui est croyant, et puis c'est magnifique, le duo est et Molière n'est pas plus dans Donjon qu'il n'est dans Sganarelle. C'est ce que j'ai dit, il est dans les deux. Il est dans les deux, je l'ai dit. Bon, en tout cas, coup de chapeau. Parce que le discours de Sganarelle sur la religion et sur la foi, quand on le ridiculise pas, c'est absolument extraordinaire. Je suis d'accord, je n'ai pas coupé ça. Non, mais moi, j'ai tout centré autour des deux, j'ai gardé tout cet affrontement sur la vision. Et donc moi qui suis un mec, en plus je suis croyant moi, donc je suis pratiquant, croyant. J'ai baptisé mes enfants, donc je crois en la foi, donc je suis pas du tout un. Mais quand je monte la pièce, j'essaie de dire ce qui me. Non mais bien sûr. Sur une radio. Moi je suis pas là pour dire, je vais tout d'un coup enlever l'emblème de Dieu. C'est juste que on calme le jeu. En tout cas, un grand coup de chapeau, grand coup de chapeau à Vanessa Caillol qui était une Elvire absolument éblouissante. Nadir. Et je pensais aussi à Teddy Mélis qui était un Sganarelle absolument extraordinaire. Et puis Simon Larvaron était quand même un beau Don Juan. Oui. J'avais une belle équipe. Mais tu veux pas faire l'émission sur Don Juan, pourtant il y aurait quoi de dire. Oui. Mais il y a plein de c'est la pièce la plus controversée, c'est celle qui pourrait. Mais j'aimerais que donc vous avez terminé au Grenier de Babouchka, vous avez terminé Don Juan. Oui, parce que ce qui est compliqué, ce qu'on n'a pas terminé, c'est que on a fait appel à des gens un peu plus extérieurs, des guests entre guillemets, dont Vanessa Caillol, dont Simon Larvaron jouait déjà avec nous dans Cyrano, mais Teddy à l'époque c'était sa première pièce avec nous. Maintenant après il a joué dans Le Voyage de Molière avec moi, mais à l'époque c'est des gens qui étaient très pris. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est un moment où on a quand même joué sur 3 ou 4 saisons. On a quand même joué beaucoup. On a fait 2 Avignon avec. On s'est dit. Il y avait trop d'absentés, je voulais pas les remplacer. Voilà. Il y a des gens, on peut les mettre en alternance, mais quand vous avez Don Juan qui dit j'en en a fait 280, vous avez Teddy qui dit Vanessa qui est prise par 14 projets. Elle a eu un Molière. Mais mais ça j'en suis ravi. Moi aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, on se dit c'est le moment d'arrêter. Et sur ce spectacle, on s'est dit c'est le moment d'arrêter. Et malheureusement, autre chose, c'est que c'est pas autant étudié qu'on le croit à l'école, beaucoup moins que le Scapin, Maladie imaginaire, l'Avare, le Bourgeois. Et donc ces spectacles-là, vous les vendez 2 fois plus, il y a 2 fois plus de monde qui viennent les voir, parce qu'il y a un renouvellement avec les familles, etc. Le problème de Don Juan, c'est un spectacle, c'est un de mes préférés que j'ai monté de Molière. Franchement, ça serait peut-être mon chouchou de toutes mes mises en scène chez Molière, mais c'est celui qui a le moins rapporté de tournée. C'est celui qui coûte le plus cher au théâtre aussi, parce qu'il y a moins de monde dans la salle au Ranelagh que sur les autres projets. Donc il y a une réalité aussi, c'est que chez Molière, il y a des œuvres extraordinaires, mais mine de rien, les gens vont d'abord voir ce qui est étudié à l'école en priorité. Ce qui est étudié à l'école, c'est pas Don Juan. Alors, le Cid. Beaucoup moins que le Cid est étudié, pas tant que ça, mais quand même un petit peu plus. C'est une formidable mise en scène. Ce que dit Jean-Philippe, c'est vraiment intéressant, parce que pourquoi les professeurs font étudier les pièces les plus faibles de Molière et pas les plus extraordinaires. Parce que la direction des programmes de l'éducation nationale... Don Juan, on peut le dire des misanthropes, on peut le dire de Tartuffe, on peut même le dire des femmes savantes. Les femmes savantes, c'est un de mes chouchous. Je l'ai monté en même temps que l'Avare. Je faisais 2 fois plus de monde dans l'Avare que dans les femmes savantes, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Même l'école des femmes, qui est moins étudiée. J'aime moins l'école des femmes, mais bon, après c'est une question de goût. Moi j'adore Molière. J'en ai monté 9 quand même. Donc, mais c'est vrai que là où j'ai été malin, c'est la seule chose intelligente que j'ai faite, fondamentalement, et c'est pas glorieux, c'est parce que j'ai décidé qu'on monte les tubes étudiés à l'école, que la compagnie du Grenier Babouchka est devenue professionnelle. Si j'avais fait que Femmes savantes, Misanthrope, Don Juan, on serait encore en train de ramer. Et malheureusement, ce qui nous a permis de vivre, c'est à la fois ce mélange des matinées, les matinées classiques qui étaient plein de monde, parce que les parents voient, mon enfant étudie ça à l'école, on va lui montrer au théâtre. Donc évidemment, malheureusement, et heureusement aussi, parce que moi, je trouve que c'est des grandes œuvres aussi, j'ai pris énormément de plaisir à monter toutes ces œuvres-là, franchement, sans démagogie. C'est d'une honnêteté parfaite ce que tu dis. Non, mais c'est vrai que j'ai commencé parce que c'est là où on faisait du monde. Il faut faire vivre du monde. Et là où c'est intelligent et vital aussi, c'est que ça permet aux plus jeunes
de se rapprocher du théâtre, de renouer avec le théâtre, avec des pièces classiques, remises en scène d'une manière ou d'une autre, comme tu as fait avec Don Juan, qui se passe dans un immense cirque. J'ai trouvé ça très beau. Et ça permet aux collégiens et même plus bas à retourner au théâtre, à donner une vision du classique qui peut, quand on l'apprend à l'école, être plombant, être lassant, mais quand on en voit une vision à l'école, je précise à l'école, mais quand on le voit sur scène, ce que tu dis là, c'est alimente ce qu'ils font et ça va pas, quoi. C'est favoriser la paresse des gens, ça va pas, quoi. Marie-Caroline, c'est ce qui se passe. Non, moi je suis pas d'accord parce que justement les textes, comme on dit, ils ne sont pas dépoussiérés, ils sont revisités et aujourd'hui on évolue, enfin la vie évolue et l'éducation aussi, et le fait de faire aimer justement ce qu'on appelle des grands classiques. Après c'est pareil, ce mot-là c'est à voir. Est-ce que c'est un classique ou c'est un moderne? Pour moi, c'est très moderne, Molière. Et je pense notamment aux mises en scène de Tigrane Mkhitaryan. Je ne sais pas si vous aviez vu, qui a fait aussi beaucoup de festivals d'Avignon et qui en fait encore aujourd'hui et qui revisite en version un petit peu hip-hop, même rap, urbaine, complètement. Et il y a un entre-deux après, mais ça marche. Et en fait, faut être aussi objectif avec ce qui fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils ne parlent pas de la même manière, ils ne s'adressent pas. Et un Don Juan, même le Cid, etc., comment de la manière dont vous les revisitez, je trouve que c'est très très intéressant. J'aimerais qu'on revienne sur le Cid, parce qu'alors là, vous respectez complètement le texte. Il n'y a aucun ajout, il n'y a presque aucun retrait. Je coupe parfois, même dans le site j'ai coupé, mais je ne rajoute jamais. Je ne permettrai pas de rajouter un seul mot. C'est des chefs-d'œuvre. Magnifique. Vous allez le redonner au théâtre du Ranelagh à la rentrée. On ne joue plus beaucoup parce que c'est une grosse troupe, on est 12. Et c'est vrai que les plannings des uns et des autres fait qu'on arrive à peu près à en caser une quinzaine sur la saison, mais on ne l'a pas abandonné. Ça fait 10 ans qu'on le joue. Ça fait partie de. Voilà, on a encore quelques tournées et on est toujours heureux de le jouer quand on le présente. Et à chaque fois, on est archi plein, c'est vrai. Donc là, je le dis pour les auditeurs. Si vous voyez au théâtre du Ranelagh le Cid qui est programmé à l'automne, surtout foncez, parce que c'est magnifique ce que vous avez fait. Mais avec une différence, c'est que le Cid, c'est un vrai chef-d'œuvre. Oui. C'est pas et qu'on le fasse étudier en classe aujourd'hui, c'est très bien parce que c'est vraiment une pièce incroyablement compliquée, difficile, magnifique, d'une vraie psychologie, avec des vrais personnages. Enfin, vraiment, on n'est pas du tout, c'est pas Scapin, quoi. On est vraiment là, c'est vraiment une grande œuvre, quoi. C'est vraiment un vrai chef-d'œuvre. Et donc ça c'est bien, quoi, là. Mais malheureusement, les gens n'étudient plus ni Horace, ni Cinna, ni Polyeucte, qui sont aussi d'autres chefs-d'œuvre. Nadir. Il y a un autre classique que moi j'ai vu par le Grenier de Babouchette, qui n'est pas un classique de théâtre, là, qui est un classique littéraire et que j'ai vraiment trouvé sublime dans l'adaptation et la mise en scène, c'est Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ça c'est un tube chez vous. J'ai trouvé ça très beau. Parce que donc déjà il y a énormément de monde au plateau, ça c'est très bien, et ça nous fait vraiment voyager dans le roman avec pas de décor. Mais il faut savoir que Dumas a écrit une pièce à partir des Trois Mousquetaires. Donc je ne sais pas si c'est ça que tu avais adapté. Non, je n'ai pas fait ça parce que je ne suis pas du tout fan de la pièce. Autant je suis fan du roman, mais alors la pièce, je la trouve... C'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle est jamais montée, quasiment. Marcel Maréchal l'avait montée, je crois. Mais quand je l'ai lu, je fais waouh, c'est moins fort que le roman. Et c'est vrai que là, il faut quand même gratifier Charlotte Matzneff, celle qui l'a mis en scène. J'ai fait l'adaptation, mais sous sa commande. On a fait l'adaptation, on peut dire même ensemble. Et j'ai vraiment fait les dialogues, parce qu'il y a des dialogues qui appartiennent à Dumas, mais il y en a où j'ai essayé de me mettre dans cette de transformer l'écriture par des scènes. Quelle énergie sur scène. Voilà. Extraordinaire. Moi je suis mousquetaires, vraiment il mouille la chemise. Hein. C'est puissant, c'est émouvant, c'est beau, c'est une belle équipe aussi. C'est du théâtre de troupe c'est du théâtre de plateau. En fait, c'est des acteurs, un texte, et on y va avec du cœur, quoi. Donc on y met de la musique, on y met des combats. Il y a quand même 9 combats mis en scène par Christophe Mie, qui avait des combats extraordinaires. Il y a quelque chose de... c'est du théâtre de tréteau réinventé, un peu mis au goût du jour, on va dire. Mais il n'y a pas de décor, il n'y a pas de truc. On y va. Il y a des beaux costumes quand même. Et puis il y a surtout derrière l'esprit de Dumas. Et quand je les ai vus parader à Avignon, et là, on peut dire qu'ils mouillent vraiment la chemise avec leurs instruments et tout, ils font le tour d'Avignon, mais ils peuvent pas ne pas donner envie d'aller découvrir ce spectacle-là. Sincèrement, comme moi. Montparnasse, au théâtre Montparnasse, on fait des matinées, on fait les samedis après-midi, souvent à 14h, parfois à 11h en vacances. On est dans la grande salle du théâtre Montparnasse et c'est vrai qu'on se régale. Et ça marche, et ça se remplit, c'est ce qu'on ça marche très très bien au théâtre Montparnasse. Les Faubourgs de Scapin, c'est pas la meilleure pièce de Molière. Loin s'en faut. Oui, mais il y a un plaisir incroyable pour les comédiens à l'interpréter.
Je pense que parfois il y a une œuvre écrite et puis il y a une œuvre qui fait un écho à des comédiens qui se surpassent à l'intérieur. Donc déjà le rôle de Scapin à jouer, je pense que pour un comédien c'est extraordinaire. Et puis Géronte, il y a quand même des rôles dans celui de Géronte qui est magnifique. Et puis il y a des très belles choses dites sur la tyrannie des pères, c'est très moderne dans le discours. On va écouter la bande-annonce. Oui, Péliasinte, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Se marie sans le consentement de son père. Oui. Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Voilà, on est complètement plongé dans l'ambiance des fourberies de Scapin par le grenier de Babouchka, où ça chante, ça danse, ça virevolte. Mais c'est une drôle de pièce, parce qu'elle est à la fois très, très bien faite, parce qu'il y a des rôles formidables, le rôle de Scapin est absolument formidable, puis à côté de ça, c'est des archétypes. Donc c'est une pièce qui est entre les deux dans son œuvre, c'est pour ça que c'est pas... Mais évidemment, ça fait plaisir aux jeunes, comme vous disiez tout à l'heure. Les jeunes adorent ça. Les jeunes adorent ça, surtout les jeunes d'aujourd'hui. En même temps, les grands-parents qui accompagnent leurs enfants, on en a beaucoup. Pareil, j'ai pas essayé d'être... Non, mais c'était les grands-parents quand ils étaient jeunes. Oui, mais il y a ce truc où ils se regardent, parfois il y a les trois générations, et quand il y a un moment où ils se mettent à rire, on les voit en train de regarder le petit, voir s'il rit comme eux, il y a ce plaisir, c'est peut-être idiot, mais moi c'est ce qui me donne envie de continuer à faire ça. Et ça donne aux metteurs en scène la possibilité d'inventivité beaucoup plus grande, parce qu'on peut faire n'importe quoi. Ouais. C'est pour ça que je fais toujours n'importe quoi, moi. Et tu sais, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de choses de danse, de musique, d'instruments. C'est très joyeux, quoi. Ouais, moi j'adore si on peut rendre hommage à plein d'arts différents, même si on le fait de façon sympathique, on ne se réinvente pas musicien, mais quand on a la chance d'avoir des artistes qui jouent un peu de guitare, un peu de percussion, qui chantent bien, qui bougent bien, on se dit autant aller un peu plus loin quand bien on sûr. Peut. C'est toujours une façon de rendre hommage à d'autres arts que le théâtre classique seulement. Donc moi dès que je peux rajouter des petites choses que je me dis, si c'est pas juste pour faire la chantilly qu'on rajoute sur le café, mais j'essaie quand même de... Charlotte et moi on adore la musique de toute façon, donc on essaie souvent d'en mettre en live, comme on dit en anglais, dans nos spectacles. Alors, comme on devrait dire en anglais. Alors, autre spectacle, cette fois-ci un hommage, c'était Le Voyage de Molière, un hommage à Molière, un hommage pour le 400e anniversaire de la naissance de Molière, certainement, que vous avez coécrit avec Scotto. Oui. On va écouter un extrait. Et dans la vie, tu t'habilles toujours comme ça ? J'ai fait ça pour l'audition. Je me suis dit, si vous faites une mise en scène classique, j'ai le pourpoint. Si c'est contemporain, j'ai le jean. Et le ukulélé, c'est au cas où j'en fasse une comédie musicale. Exactement. Où sommes-nous, monsieur Charles? À Pézenas, mon pauvre petit. Pézenas? Quel jour? Le 15 novembre.
De l'an de grâce 1656. 1656. Qu'est-ce que c'est que ce fâcheux? Sans doute un pauvre d'esprit, Jean-Baptiste. Poquelin? Molière, oui. Oh, Jean-Baptiste Poquelin, Molière! Je vous aime! Je vous vénère! Merci! Alors on est un peu dans une énergie à la Mouchkine, là, j'ai l'impression. Peut-être. Sur cet extrait, oui. Oui. Terminer sur Je vous aime Molière, c'est bien. C'est bien. Bon, c'était Le Voyage de Molière qui a eu son succès, puisque vous l'avez repris ensuite au théâtre du Gymnase. Oui. Alors, c'était pas du tout la même énergie et pas du tout la même... Au Lucernaire. La même proximité qu'au Lucernaire, parce qu'au Lucernaire, on était vraiment dans le tourbillon de votre plateau qui tournait, et là, au Gymnase, là, je ne l'ai pas revu au Gymnase, mais j'imagine que c'était beaucoup plus... Oui, puis on avait un plateau qu'on avait raccourci au Lucernaire. On avait la chance d'avoir un décorateur très malin, Antoine Millian, et qui avait fait... il s'était adapté le socle, cette espèce de roue géante qui tourne. Elle était, on avait le format maxi pour le Gymnase et pour les grandes salles, et le format le plus petit, notamment pour le Lucernaire. Vous allez le prolonger ? Oui, ben là on est en tournée, on a une très belle tournée, on a fait plus de 60 dates de tournée. On a encore une belle petite tournée la saison prochaine, et je pense qu'on le reprendra à Paris, c'est officieux, donc je ne vais pas dire où, mais sur la saison 2025-2026. Bigre, donc il faudra le voir. Vous l'aviez vu? Non. Non, je l'ai pas vu. Jean-Luc. Je ne peux pas tout voir. Mais il faut absolument voir Le Voyage de Molière. Sûrement. Marie-Caroline. Oui, moi je l'ai vu justement au Gymnase, donc j'ai pas cette comparaison probable avec cette proximité-là. Et je trouvais que justement ça marchait vachement bien d'avoir dans cet espace-là, il y a peut-être une distance, mais qui est assez géniale parce que ça relie à Molière, la distance qu'aujourd'hui on peut y mettre, etc. Quand on arrive dans le contemporain à l'intérieur du classique. Et je trouvais que ça marchait extrêmement bien, que c'était très bien interprété surtout. Enfin, j'ai pensé aux comédiens, à cette troupe qui représente une troupe. Et donc on est la troupe dans la troupe, donc on est encore une fois dans une mise en abîme qui marche toujours et qui moi me fascine. Et j'ai trouvé que c'était un petit bijou. Parce que c'est la force de Molière, c'est la troupe. Toutes les pièces ont 12 personnages parce qu'il y avait 12 comédiens. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on prend en otage avec le Grenier Babouchka quand j'ai fait ce spectacle avec Pierre-Olivier Scotto, mais le fait que je l'ai mis en scène, je fais parler Molière, tout ce qu'il dit sur le théâtre, je le prends en otage aussi, c'est un point de vue que j'ai aussi. Donc, bien sûr. Et donc on prend aussi en otage avec notre histoire du Grenier Babouchka, elle se met à l'intérieur de la troupe de Molière, c'est une façon de rendre hommage à Molière en montrant qu'il y a encore des troupes qui peuvent un petit peu ressembler avec leurs douleurs, leurs difficultés, leur joie aussi. Leur joie, leur réussite. Leurs échecs puis leur réussite, et c'est vrai qu'en s'emparant de ce sujet, on a essayé de ne pas faire un truc bêtement didactique. Ce n'est pas que raconter l'histoire de Molière, les profs d'histoire et les écrivains le font beaucoup mieux que nous. C'était plus on a chargé de notre émotion, de l'amour du théâtre que c'est un peu le miroir. Puis Molière c'est notre maître. Enfin moi c'est vrai que Charlotte et moi on est fans de Molière, et il y a quelque chose qui fait que ça nous a toujours suivis. J'ai monté 9 pièces de Molière. Pour moi ça faisait partie d'une pièce obligatoire, d'une création obligatoire pour lui rendre hommage, mais rendre hommage à travers lui surtout au théâtre et au théâtre de troupe. Donc c'est un peu le miroir du Grenier de Babouchka, ce voyage de Molière. En tout cas, c'est un spectacle, c'est un des spectacles pour moi les plus importants que j'ai pu faire. Oui, parce et des plus personnels peut-être. Et pourtant je l'ai coécrit, mais il est oui, parce que je pense qu'on essaye de pas, derrière les choses qu'on l'air, on a essayé de pas faire un truc gnangnan. Et il est assez dur, parfois, même, assez violent. Je trouve qu'il y a à la fois l'émotion, la dureté, on n'essaye pas de faire un truc, regardez comme c'est joli théâtre, on s'aime tous. Je pense que on a abordé beaucoup de choses qui sont... pas gnangnan, et en essayant de faire quelque chose d'émouvant et de généreux, et en rendant hommage aux spectateurs aussi. Est-ce que Molière est homosexuel dans ton... Non. Émouvant et généreux, c'est vraiment les deux mots qui vous ressemblent le plus, je trouve, et le plus à votre théâtre. Peut-être, en tout cas, moi, j'essaye d'être quelqu'un de généreux dans la vie. Ça ne veut pas dire que je le suis au départ, mais j'ai envie de faire plaisir aux autres. J'essaye d'être quelqu'un de bien. Et c'est pas toujours facile parce qu'on est pris par plein de démons qui font qu'on ne l'est pas naturellement. Moi, je suis quelqu'un qui suis naturellement pas forcément très bon, mais en tout cas, j'ai envie de l'être de plus en plus. Et de toute ma vie, j'ai cherché à l'être. C'est un vrai catholique, quoi. C'est le péché originel. Mais je pense. Mais je sais, ma mère était catéchèse, mes parents. J'ai vraiment été élevé dans cet esprit-là d'essayer de te faire
quelque chose de bien de ma vie pour les autres. Et le théâtre me permet de le faire. Et en tout cas, le voyage de... Non, mais je plaisantais pas. Non, mais c'est la vérité. Je suis très emprunt. Mais ce sont des prêtres qui m'ont appris à aimer le théâtre, des prêtres extraordinaires. Ils m'ont appris à aimer le chant, le théâtre. Mes premiers spectacles, je les faisais à l'âge au catéchisme à 9 ans, à 10 ans. Je faisais l'animation à Noël. J'ai fait des trucs comme ça, mais j'ai adoré être sur scène, déguisé en roi mage ou quoi que ce soit. J'ai fait l'âne aussi dans la crèche. J'ai fait toutes ces choses-là. Non, ça c'est pas vrai. Mais c'est juste que... Moi, je faisais le mouton. J'allais demander des photos, merci. moi. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe Daguerre. Merci Marie-Caroline Morel, Nadir Amaoui, Jean-Luc Génère. Grand merci à Cédric Cobat pour la réalisation. François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine Clary pour la réussite technique de cet entretien. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ce feuilleton. Prenez soin de vous et des autres et bonne fête encore aux Oliviers. Je vous embrasse.